Bonjour à toutes, bonjour à tous. Miguel Bonnefoy est écrivain franco-vénézuélien, multi-récompensé pour ses romans, parmi lesquels Icare et autres nouvelles, prix du jeune écrivain en 2013, Jungle, prix des lycéens et apprentis d'Île-de-France en 2016, Héritage, prix des libraires en 2021, et Le rêve du jaguar, paru aux éditions Rivage, grand prix du roman de l'Académie française et prix Femina en 2024, qu'il présentait lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée mercredi 26 février 2025. Bonne écoute. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour accueillir avec moi et avec nous Miguel Bonnefoy, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous, pour présenter donc son dernier livre, Le rêve du jaguar, couronné d'un important succès et de quelques prix également. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de présentation dans le cas où il y aurait quelques personnes dans la salle qui ne l'auraient pas encore lu? Eh bien, Le rêve du jaguar est un livre que je portais dans mon cœur depuis presque 30 ans, puisque c'est l'histoire de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma mère, c'est-à-dire que toute la racine maternelle de Maracaibo, du Venezuela, de l'état de Zulia, pour ceux qui connaissent, et l'histoire étonnante, et, était surprenante, et complètement pleine d'écorces, de ronces et de roses, qui est celle de Antonio Borja Romero, enfant déposé sur les marches d'une église, enfant orphelin, enfant de la misère, qui petit à petit, par des échelons, par des rebonds de l'histoire, par des ricochets, par des hasards ou par le destin, mais finalement est-ce que le destin c'est pas juste la somme des hasards, finit par devenir chirurgien, médecin et un des fondateurs de la première université de Maracaibo, et de ma grand-mère, Ana Maria Rodriguez, qui elle aussi, fille un peu née dans le ventre de cette misère-là caribéenne des années 20, qui finit petit à petit par devenir la première femme médecin, gynécologue, obstétricienne de Maracaibo, et qui a une carrière politique extraordinaire. Et en effet, ensemble, ils auront une fille, Venezuela, qui, elle, devient diplomate, qui a un garçon, Cristobal, et à la fin du livre, c'est le majordome qui est l'assassin. Voilà, c'est ça la... Voilà. C'est plus ou moins ça l'idée, enfin, à gros traits. C'est un très bon résumé pour, effectivement, il se passe énormément de choses dans le livre, et il y a énormément de personnages, donc c'est parfaitement synthétisé, il me semble. Et alors, ce livre, si vous l'aviez en tête depuis des années et des années, qu'est-ce qui vous a décidé à l'écrire maintenant ? Ou est-ce que vous avez commencé à l'écrire il y a des années peut-être C'est une très belle question, et vraiment, je m'interroge énormément sur à quel moment naît un livre, non ? À quel moment, tout à coup, se cristallise un livre et décide de prendre forme. Il y a pas longtemps, je lisais une belle page de Voltaire où il racontait comment naît une idée. Et il donne cette image que je trouve assez belle. Il dit les idées, comme dans le grand océan de la vie, sont comme des grains de sable qui, dans les profondeurs sous-marines, nagent, voltige, flotte, se noie et se renoie. Et brusquement, en fait, il y en a une parmi ces milliers qui se faufile, mais simplement par les chemins et les labyrinthes des marais aquatiques dans la fente d'une huître. Et alors, à l'intérieur, elle se mélange, une sorte de nouveau nacre, avec d'autres matières, avec d'autres vitamines, avec d'autres forces, et finit par devenir une perle. Et ce que dit Voltaire dit tout simplement, allez savoir pourquoi il y a certaines idées comme ça qui sont dans l'air, que tout le monde peut avoir, qui courent les rues en fait, qui voltigent autour de nous, qui gravitent en orbite en fait autour de nous, et qui, allez savoir pourquoi, entrent à un moment dans une des fentes de ta vie. Peut-être parce qu'à ce moment-là, tu as la maturité pour le recevoir, peut-être parce que tu as eu une idée de départ, peut-être que tu as, comme dans la nuit où brusquement, lors d'un orage, une foudre frappe un nuage, et on voit immédiatement l'architecture de tout le nuage, et puis la foudre s'arrête et c'est la nuit de nouveau. Comment de temps en temps, par une sorte de fulgurance, tu peux voir un roman. Non, tu le vois apparaître, tu vois sa construction, tu vois tout ce qui peut lui arriver, une sorte d'instant de lucidité, et après, ça s'efface. Et tu te dis, ah, mais je t'ai vu. Non ? Et maintenant, mon travail est celui de te faire. Mais je t'ai vu. Et allez savoir, je sais aussi que moi, ça m'est venu parce que j'avais depuis longtemps ça dans le ventre,
et que j'ai une nuit rêvé de la première phrase du livre. Il y a cette belle phrase de Paul Valéry qui dit « Les dieux vous donnent gracieusement un premier vers, mais c'est à vous de façonner le second qui doit consonner avec l'autre et ne pas être indigne de son aîné surnaturel. » C'est beau comme phrase, non? C'est-à-dire que tout à coup, les dieux te donnent un vers, non? Les dons du ciel ou un cadeau de la nuit, où brusquement, on te donne un vers, et après ton travail est celui, bien entendu, de faire les 300 pages qui suivent. Mais je me souviens, en effet, avoir reçu cette phrase et m'a dit « Ah, est-ce que ça peut pas être ce petit caillou qui, tout à coup, par une maladresse d'un bouc au haut d'une montagne, ce petit caillou qui tombe dans la neige, et qui du coup crée une sorte de mini boule de neige qui, elle, à son tour, une plus grosse, et ça fait une avalanche. » Tu vois. Mais il faut un tout petit premier caillou. Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est simplement le désir? Est-ce que c'est, comme disait le très grand Guillaume Cyr, la nécessité, non? Avec un N majuscule, quoi. Une œuvre d'art doit naître d'une nécessité biologique. Si elle ne naît pas d'une nécessité, ça se voit, non? Allez savoir, non, dans quelle constellation se fait un livre. Et moi, j'en sais pas plus ni que toi, qui est libraire et qui connaît si bien la littérature, ni que vous, cette prestigieuse assemblée qui connaît aussi bien la littérature. J'en sais pas plus que vous, non? Je suis comme vous, en fait, riche de mes propres doutes, comme disait Camus. Merci pour cette très belle réponse. Et justement, cette première phrase, j'aimerais bien qu'on en parle. Donc, je vous la lis. Au 3e jour de sa vie, Antonio Borjas Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Donc, cette phrase, qui est la première du roman, annonce aussi la fin, donc pas seulement le majordome. Est-ce que cette phrase, elle est faite comme... Est-ce que vous l'avez écrite comme une promesse au lecteur? Ah, c'est beau comme idée, oui, comme une promesse. Oui, j'aime beaucoup cette idée. L'idée d'une promesse, l'idée de ce qu'on appelle dans les études littéraires une prolepse, non, qui est de annoncer quelque chose que tu décides de faire comme scène plus tard, non, qui est l'inverse de l'analepse, qui est bien le retour, non, c'est-à-dire que bien des années auparavant, alors qu'il était contre l'écorce grise de ce chêne, il devait se souvenir, blablabla, etc. Non, soit en arrière, soit en avant. Mais en gros, c'est les deux arches d'un même pont, qui est une promesse que tu fais à ton lecteur, non, au seuil du livre, un pacte que tu crées avec lui en lui disant « cette scène arrivera, ceci va arriver, je vais te montrer comment ça arrive ». Et c'est un grand classique en littérature. Moi, je n'ai absolument rien inventé. Il y a bien sûr la première phrase de 100 ans de solitude de Garcia Marquez, que je ne résiste pas à la tentation de vous dire si vous ne la connaissez pas, et qui dit en espagnol « Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo ». Non, bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se souvenir de cette après-midi lointaine où son père l'emmena découvrir la glace. Et ce qui est hyper beau, c'est que ensuite, il part en arrière en quelque sorte et il prend le temps d'aller jusqu'à cet instant de la glace. Mais lorsqu'on lit García Márquez, on se dit « Ah, il l'a peut-être inventé ». Or, García Márquez, par exemple, était un grand lecteur de Joseph Roth. Et donc Joseph Roth, lui, l'avait déjà utilisé dans sa marche de Radetzky, où on retrouve les bien des années plus tard, etc., puisque ça passe plus ou moins sur 3 générations. Donc on retrouve, non, cette idée des générations. Mais Joseph Roth, lui, était aussi un lecteur. Et Joseph Roth avait lu Les Misérables. Et dans Les Misérables, il y a également des sauts dans le temps qu'il aime beaucoup faire. Il le fait différemment parce qu'il dit « celui qui écrit ces lignes vous racontera plus tard que blablabla ». Mais finalement, c'est la même idée, c'est une adresse au lecteur. Mais Hugo, lui, n'est pas né de rien, de manière transcendante et isolée. Hugo écrivait sur la marge de son journal à 14 ans « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et quand on lit Chateaubriand, on a des prolepses. Et Chateaubriand, lui, lisait Voltaire, c'est ça. Et Voltaire, lui, lisait Racine. Enfin, tu vois, Racine lisait Chrétien de Troyes, et Chrétien de Troyes lisait Virgile. Enfin, et Virgile lisait Homère. Enfin, finalement, tous les livres poussent sur d'autres livres, non, comme les fleurs poussent sur des fleurs, comme les plantes poussent sur des plantes. Elles s'alimentent d'une matière qui préexiste déjà. Et donc cette idée d'une prolepse au début du livre est un très vieux dialogue entre le lecteur et l'auteur dans l'histoire de la littérature. Et encore une fois, je n'ai rien inventé. Donc à ce compte, je dirais que je me suis permis ça. Et après, d'un autre côté,
Et si tu veux vraiment qu'on parle de cette première phrase, à laquelle j'ai la faiblesse de tenir, non, allez savoir pourquoi. Et il se trouve que moi, la seule chose que je sais en réalité, c'est que mon grand-père était orphelin, qu'il a été remis dans les bras de cette muette Thérèse, d'une certaine Muda Teresa. Non, elle avait des problèmes d'articulation, donc on l'appelait la muette Thérèse. Mais je ne sais pas précisément, et je sais que sa mère était morte en couche et que son père était marin. Mais je ne sais pas précisément comment il a été remis à cette dame. Et donc bien sûr que j'ai imaginé cette marche d'église en me disant que ça allait donner quelque chose de symbolique, ça allait être comme un signe, ça allait donner quelque chose de métaphorique, quelque chose de parabolique, peut-être même lui donner quelque chose d'un peu biblique, comme ça, non ? Cet enfant comme ça posé sur de la paille, non ? Entre un âne gris et un agneau, tu sais, tenu par un halo de lumière, non, et recueilli par une femme comme ça, illettrée et analphabète, non, qui lui donne tout l'amour qu'elle peut lui donner. Je me suis dit qu'il y avait comme ça une sorte de naissance un peu christique et que Antonio devait en quelque sorte être dans ce livre comme le Seigneur dans la création, c'est-à-dire partout et en même temps invisible. Ouais. C'est pas de moi, je suis désolé. J'aurais beaucoup aimé que ce soit de moi, mais malheureusement, c'est pas de moi, c'est de Guillaume Cyr. Alors là, c'est effectivement inspiré de la destinée de la vie, de la destinée de vos grands-parents, mais vous semblez quand même, à travers toute votre œuvre, attiré par ces destins extraordinaires. C'est un point de départ systématique de vos romans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine ? C'est une condition sine qua non à l'écriture ? De commencer par... Ces personnages au destin, justement, un peu hors norme, un peu, qui vont aussi s'extraire quand même un petit peu de leurs conditions. C'est vrai, et là-dessus, c'est intéressant ce que vous dites, car on se rend compte comment les libraires finissent par connaître mieux les livres que soi-même, non ? Et c'est quelque chose que je dis avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de sincérité, car vois-tu... plus je passe de temps avec les libraires ou avec des lecteurs ou avec des lectrices ou avec des bibliothécaires, enfin, ou avec mes traductrices, mes traducteurs, toutes les gens qui gravitent comme ça, non, autour des livres, plus je me rends compte qu'ils connaissent mieux mes obsessions que moi-même, ils connaissent mieux mes fragilités, ils connaissent mieux mes faiblesses, ils savent mieux quelles sont mes vitesses, non ? Ils savent aussi où sont mes blessures secrètes, quels sont mes grands défauts en écriture. Et dans la longue liste de mes trébuchements, ils savent exactement comment les nommer. Et moi, je trouve ça fabuleux d'avoir des amis invisibles, en quelque sorte, non, des frères et des sœurs qui s'assoient à ta table et qui te disent, tu sais, j'ai observé que dans tes personnages, il y a souvent ça, non ? Dans la fin de tes chapitres, il y a souvent ça, etc. Et moi, ça me fait énormément avancer parce que j'apprends des choses sur moi-même aussi, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'obsession, et tu as absolument raison, sur les destins extraordinaires, sur cette idée aussi des transfuges de classe, et peut-être également sur les personnages qui essayent de livrer des batailles qui donneront, quoi qu'il arrive, des victoires à la Pyrrhus. Tu vois, c'est-à-dire que des fers qui iront, quoi qu'il arrive, dans le mur. Et est-ce que c'est pas ça, en quelque sorte aussi, le travail de l'écrivain, qui est celui de faire naître quelque chose du néant, en fait, de faire passer une idée dans une sorte de transfuge de classe, en quelque sorte, de la faire passer de l'obscurité, de l'ombre, du silence, de la solitude d'une idée, et de l'entourer d'une sorte de or, comme ça, d'une algèbre, d'une mathématique de l'être, pour pouvoir lui donner une nouvelle place, qui est la place sur les tables des librairies. Et donc, en quelque sorte, non, tu es en train de faire une destinée extraordinaire, non pas sur un personnage, mais sur une idée. Tu es en train de déchiffrer un monde. Et tu transformes un chaos dans une sorte d'ordre que tu as essayé de donner. Mais c'est aussi une forme de métamorphose. Comme ces personnages qui, eux, ont un arc transformationnel depuis le début jusqu'à la fin du livre. Alors, allez savoir s'il y a une sorte d'analogie qui se fait, non, ou une porosité entre les deux. Je ne sais pas, je réfléchis avec vous, non, en même temps. Mais je me demande si, d'une façon inconsciente, on n'imagine pas que les personnages sont aussi comme les créateurs, les auteurs eux-mêmes du livre, et qu'ils se transforment petit à petit. Mais j'aime aussi beaucoup l'idée mythologique, et je pense que chaque écrivain vient en quelque sorte d'un secteur, vient d'un monde, vient d'une géographie, vient d'un continent de l'être qui lui plaît, qui lui a plu, et qui l'a façonné en tant qu'auteur.
Certains viennent de la poésie, beaucoup par exemple, les écrivains antillais, que j'admire énormément, viennent souvent de la poésie, et tu le retrouves dans les textes, ça cesse de transparaître comme ça suinte, non ? C'est une forme de transpiration comme ça qui revient sans cesse, même quand ils écrivent de la prose. Certains écrivains viennent du théâtre, et alors tu ressens également dans la prose, dans le roman, dans la construction narrative, qu'il y a quelque chose de théâtral. D'autres viennent du polar, et même s'ils écrivent, entre guillemets, de la blanche, eh bien, tu retrouves en effet ces jeux d'enquête, ces ombres, ce clair-obscur. Et je pense à des grands écrivains comme Pascal Dessin. Et en effet, au milieu de tout ça, eh bien, moi, je pense que je viens de la mythologie. J'ai été fasciné par la mythologie et ça a été un peu ma première berceuse. J'ai été biberonné à la mythologie. Et cette mythologie, eh bien, transparaît, je pense, énormément dans mes textes, bien que j'essaye de m'en séparer le plus possible. Et alors, là, apparaissent par exemple, les grands châtiers des enfers, hein, que ce soit Sisyphe, que ce soit Tantale, que ce soit Ixion, que ce soit les Danaïdes. Et ce qui est incroyable dans le châtiment des enfers, c'est que le châtiment de l'enfer est toujours circulaire. Non ? Ça ne finit jamais. C'est toujours un exercice circulaire et ce que tu fais finit par se défaire parce que tu l'as fait. Et en se défaisant, tu es obligé de le refaire, qui est ton tour encore une fois. Il y a quelque chose d'un peu fascinant dans l'idée que l'éternité n'est pas une ligne, mais juste une boucle. C'est juste une boucle. Et on retombe exactement au même endroit. Dans les schémas familiaux, c'est également des boucles. On répète sans cesse, interminablement. Et il y a quelque chose d'assez fascinant et à la fois assez terrible. Eh bien, dans ces personnages qui sont de destinée extraordinaire, comme tu disais, je me demande s'il n'y a pas aussi l'idée un peu du héros mythique qui est enfermé dans sa propre condition. Et qu'il a quelque chose d'oraculaire, que quoi qu'il arrive, au moment où il naît, il va lui arriver quelque chose. Et il ne peut pas se séparer de cette ananké, de cette fatalité, de ce fatum. Et là où il arrivera au tout début et il devra recommencer. C'est la raison pour laquelle l'immense majorité de mes livres, et ça c'est pas moi qui l'avais remarqué, c'est vraiment une lectrice qui me l'avait fait remarquer, tous mes livres finissent comme ils commencent. C'est toujours dans une sorte de même boucle. Et peut-être parce qu'il y a là cette espèce de passion mythologique qui me revient sans cesse et qui vole dans ma tête comme une mouche dans une bouteille fermée, comme un cheval dans un cirque, voletant jusqu'aux parois où elle se heurte toujours. C'est pas de moi non plus. Non, c'est pas de moi non plus. Ouais, c'est Maupassant, si vous voulez. Je suis désolé. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas assez de talent pour ce genre de truc. Je pique comme je peux. Mais effectivement, la dimension du mythe, elle est très présente dans votre œuvre. Et d'ailleurs, ça m'avait marqué dans Naufrage, puisque je m'étais dit, tiens, c'est presque l'inverse des autres romans. C'est-à-dire que plutôt qu'un héros ordinaire soit mythifié, ce sont les... Mais oui, c'est génial. Ce sont les héros mythiques, justement, qui deviennent des personnages ordinaires. Voilà. Ouais, c'est super. Bah, bravo, honnêtement, bravo. Écoute, je ne l'avais pas vu, figure-toi. C'est exactement ça, c'est vrai. Ça, oui, dans Naufrage, oui, que ce soit Narcisse, que ce soit Hadès et Perséphone, que ce soit Icare. Oui, revenir à quelque chose d'humain, voilà. Alors qu'en prenant des figures mythiques. En fait, c'est toujours le même. Ça vient compléter une variation. Une variation autour des mythes, c'est ça, mais sous un angle différent, ouais. Exactement. C'est pas mal. Ouais. C'est pas de moi. C'est vrai, oui, c'est ça, bravo. C'est ça. Oui, c'est du monsieur qui nous a fait changer les micros, en fait. C'est lui qui a. Ouais. C'est pas alors là, on l'a évoqué très très brièvement, mais j'aimerais aussi, est-ce qu'on peut dire deux mots de la présence de la famille dans vos romans, puisque là encore, c'est quand même un motif qui revient. Voilà, pourquoi en quoi est-ce que ça vous intéresse d'en faire une matière romanesque ? Oui, très intéressant. Alors, je pense que et je ne rentrerai pas dans la théorie littéraire parce que, allez savoir, encore une fois, tu vois, pourquoi je me fascine par la famille, non, comme d'autres se fascinent par la figure du Minotaure. Enfin, il faudrait 8 ans de psychanalyse derrière, non, pour pouvoir comprendre que finalement il y a ceci, il y a cela. Mais là où je me suis intéressé à ma famille pour écrire 2 livres qui étaient d'un côté Héritage et de l'autre Le rêve du jaguar, l'idée m'est venue lorsque j'ai reçu un mail d'une certaine Agnès Peña. Voyez-vous, mon père est chilien. Il a été arrêté parce qu'il faisait partie des mouvements d'extrême gauche révolutionnaire à Santiago, au Chili. Il a été torturé à Villa Grimaldi, il a été envoyé en prison et est arrivé en exil en France.
Ma mère est une diplomate qui est arrivée en tant qu'attachée culturelle de l'ambassade du Venezuela à Paris. Et nous avons ici une représentante qui est venue spécialement depuis le Venezuela pour venir s'assurer que tout ceci est vrai. Et quoi qu'il en soit, il se trouve que l'histoire que j'ai toujours entendue dans mon enfance, c'est que mes parents s'étaient matchs de foot. Mon père était au Bois de Vincennes, participait à des matchs de foot clandestins entre torturés politiques de différents pays, et il était le capitaine de l'équipe du Chili. Et ma mère était dans les gradins, non, et ils se sont regardés de loin, etc. Elle l'a regardé jouer au foot pendant toute la soirée, et finalement, à la fin du match, il s'est approché d'elle, non, parce qu'il l'avait bien sûr il avait reconnu, non, aperçu cette espèce de figure comme ça lumineuse au fond, et à la fin, non, il s'approche et lui dit « Hola, ¿qué tal ?» non, elle lui dit « Ah, Dios mío, qué hombre !» Et là, alors, commence une histoire d'amour, et donc ils se sont multipliés, et moi, je suis né. C'est la raison pour laquelle je vous parle en français, parce que je suis né à Paris, tout simplement. Il se trouve que moi, toute ma vie, j'ai entendu cette histoire, non, du match de foot. Et il y a à peu près, je dirais 7 ou 8 ans, une certaine Agnès Peña, donc, qui était, à l'époque, la copine de Paco Peña, donc c'est sa femme aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont le même nom de famille, et Paco Peña était le gardien de but de l'équipe du Chili. Elle avait acheté une caméra et s'était mis à filmer un peu les matchs de foot de son copain, tout simplement. Et donc, fatalement, apparaît mon père, là, en train de courir, et de temps en temps, dans les gradins, on voit comme ça ma mère, rapidement. Et elle m'envoie alors cette vidéo, mais il y a 7-8 ans, donc 40 ans plus tard, elle m'envoie la vidéo en disant, écoute, dans un vieux grenier, j'ai retrouvé des vieilles cassettes, je vois dans cette peut-être ça peut t'intéresser. Eh bien, même si ça vous semble incroyable, moi j'ai chez moi la vidéo du jour de la rencontre de mes parents. C'est comme idée, non? Enfin, ça arrive à personne, ça. De temps en temps, tu as une photo avec un peu de chance, non? Tu as la photo d'un bal, non? Et tu vois le père celui qui sera le père d'un côté et la mère de l'autre, un peu de loin. Et regarde, on était là. Ah lui, il est mort de cirrhose, tu vois. tu sais, tu as souvent ce genre de... Et non, et là, en effet, on m'envoie cette vidéo. Eh bien, aussitôt, je me suis mis à réfléchir à comment, d'une façon artistique, je pouvais tirer profit de cette pépite qu'on te donne, en fait, de ce cadeau, de ce don du destin. Si j'avais été musicien, la vidéo est muette, non? Si j'avais été musicien, peut-être j'aurais composé quelque chose. Si tu es peintre, non, tu fais quelque chose. J'étais à la Villa Médicis d'artistes et je me rends compte comment on travaille tous sur les mêmes matières, mais encore différemment. Et que l'idée n'est qu'un creuset où viennent se fondre différentes possibilités pour pouvoir les exprimer. Eh bien, comme j'écris des livres, j'ai décidé, en effet, d'écrire 2 livres qui finiraient les 2 lors de ce match de foot. Et donc, le premier était Héritage, qui parlait, en effet, depuis fin 19e, début 20e, de toute l'histoire des bonnes foi, depuis 4 générations, jusqu'au match de foot, avec ces Français qui, au phylloxéra, ont dû fuir la France avec un pied de vigne sain pour le replanter au Chili. C'est la raison pour laquelle je m'appelle Bonnefoy, parce que juste, ils ont eu des garçons dans ces 4 générations, et le nom est resté. Qui replante les pieds de vigne et donne une renaissance à la vigne, qui finalement participe à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qui sont une histoire moins connue, qui c'est l'histoire des Latino-Américains francisés qui avaient été venus se battre en France contre les Allemands, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec cette guerre, mais qui étaient fils de Français ou fils d'Allemands, enfin d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, jusqu'à la dictature de mon père et le match de foot, où il rencontre une belle vénézuélienne. Et là, j'avais fini le livre, et je savais que je voulais faire cet autre pan, cet autre miroir, c'est comme un jeu de diptyque, cet autre panneau, en écrivant toute l'histoire du côté Borjas Romero, avec, depuis début 20e, l'histoire de ce grand-père qui est abandonné et qui va devenir un grand homme, etc., et qui donne naissance à ma mère, qui, elle, à son tour, devient diplomate et qui est chargée de la culture vénézuélienne, représenter le patrimoine culturel vénézuélien à Paris et à l'étranger, et donc participe à ce match de foot où elle rencontre un beau Chilien torturé du Mire. Donc, en quelque sorte, l'idée, c'était simplement faire rejoindre ces 2 fleuves dans une embouchure et les jeter dans la mer comme dans un baiser. Tu vois, ouais. Oui, alors c'est là, ça je crois que c'est de moi, hélas, je suis désolé. C'est la moins bonne des 3.
J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la ville de Maracaibo, puisque c'est le point d'ancrage du roman. Finalement, c'est presque le seul élément fixe de tout le roman pour le coup. Et je me suis demandé justement si elle avait aussi cette fonction de donner un point de repère au lecteur, parce que justement dans ce roman extrêmement foisonnant où on passe de personnage en personnage, voilà. Est-ce que c'était fait aussi alors unité de lieu, c'est beaucoup dire parce qu'il y a quand même quelques allées et venues, mais voilà. Est-ce qu'elle a aussi cette fonction-là, et est-ce que vous y êtes allé à Maracaibo? Comment est-ce que vous avez fait pour la décrire, même d'un point de vue historique, etc. Oui, je pense que tu as absolument raison quand tu dis que c'est ce point d'ancrage, non, ce lieu unique. Tu as utilisé une formule que je trouve merveille, une unité de lieu, voilà, que je trouve meilleure ta formule, une unité de lieu pour le roman. Car figure-toi que j'ai été tenté à certains moments de migrer, de m'exiler, d'aller surtout vers la fin du roman, mais bon, on rentrerait dans le détail et ça n'a pas d'importance, mais sur le personnage de Venezuela, qui est ma mère, et qui a été diplomate, donc qui a énormément bougé de pays en pays, ou le personnage de Cristóbal, qui est un peu un double de papier, non, de moi-même, une sorte d'avatar de moi-même. Et fatalement, moi qui ai une enfance très désordonnée, eh bien, j'étais tenté de pouvoir raconter un peu tout ça. Mais je me rendais compte, et là-dessus tu fais bien de le souligner, qu'il y avait déjà quelque chose, un éventail un peu large de personnages, qu'il y avait déjà quelque chose d'un petit peu ramifié, et peut-être un peu fragmenté, avec plein de personnages différents, avec beaucoup de scènes différentes, avec parfois des incursions au niveau des bouleversements politiques. Et je m'étais dit que c'était un écueil d'essayer de raconter tout en allant sur les lieux. Et qu'il était peut-être plus malin, et c'est ce que fait par exemple Faulkner, tu vois, dans Son bruit et la fureur, où il reste sans cesse au même endroit. C'est ce que fait Giono lorsqu'il écrit aussi, où il reste sans cesse à Manosque, et ses personnages vont et viennent, mais restent toujours dans le même ils restent toujours dans le même espace, pour donner une sorte de sécurité au lecteur, lui dire écoute, ces murs-là, ce refuge, ce havre, nous l'avons travaillé ensemble, nous l'avons façonné ensemble, et il y a des caractérisations avec des plantes, avec des couleurs, avec une chambre au miroir, avec des rideaux d'une épaisseur en étamine que tu connais déjà. Restons ici, et si on doit avoir des nouvelles du monde, eh bien qu'elles viennent par la radio, par exemple, pour Sucre Noir, par les lettres qu'envoie Venezuela, etc., et par le dire des gens, non, et des personnages qui font irruption brusquement et qui racontent quelque chose qui est arrivé un peu plus loin, et donc tout le monde se met à rêver, mais rester un peu dans le même lieu, pour ne pas le perdre. Si bien que pendant un moment, j'avais pensé appeler le livre « La maison », tu vois, était une sorte voilà, pour rester un peu dans le même, oui, dans le même endroit. Tu parles de la ville, mais effectivement, il y a encore Exacto. Oui, voilà, il y a cette maison très hachée. Et par rapport à la ville, et c'est là où tu fais bien de poser la question, eh bien, oui, non seulement je la connais, bien entendu, c'est la ville de ma famille, de ma mère, donc j'y suis énormément allé. J'ai grandi à Caracas, mais c'est à Maracaibo où j'allais pour tous les Noëls, pour les vacances et toutes ces choses. Enfin, ça n'a pas d'importance, quoi. Et Maracaibo, ce qui est fabuleux, c'est que c'est vraiment la ville de pêcheurs, d'agriculteurs, de paysans, de vendeurs de yucca et de cochenilles au fin fond du Venezuela, collé à la frontière colombienne, autour d'un lac qui ne donne que des maigres à la peau blanche et des petites grenouilles bleues. Et brusquement, en 1922, en l'Hacienda Barroso, apparaît à 4 heures du matin une éruption, un jet de pétrole qui a été tel qu'il ne s'est pas arrêté pendant 9 jours. Et c'est là alors où Maracaibo et les Maravinos, qui est le gentilé de Maracaibo, ou le Maracucho, mais c'est encore autre chose, a compris qu'ils étaient assis sur une des mines sans doute les plus riches au monde. Et que ce petit village pauvre de pêcheurs lacustres était en fait un village de millionnaires. Et ils n'ont pas eu besoin de s'en rendre compte et de le dire au monde, car le monde l'a bientôt su, si bien que assez vite on commençait à débarquer dans Maracaibo, du monde entier, des vraquiers, des bateaux, des avions, des entrepreneurs, des banquiers, des investisseurs, des gens qui arrivaient du monde entier pour dire ici on peut faire de l'argent. C'est une mine d'or. Et Maracaibo s'est transformé en l'espace de 10 ans ou de 15 ans.
s'est transformé et passé du minuscule petit village avec des rues de terre battue, pratiquement, à une cité babélique où on entendait parler toutes les langues dans les rues et où les gens commençaient à se construire des maisons en marbre, des sortes de palais comme ça. Que des nouveaux riches partout. Des gens qui conduisaient des voitures extraordinaires alors que juste avant, ils étaient en pirogue. Et tu te dis, mais comment c'est possible ? Et Maracaibo a étendu sa superficie de 7 fois en l'espace de 10 ans. Et tu vois encore, quand tu vas à Maracaibo, cette hybris, cette démesure absolument absurde qui donne des maisons tout à fait insolites parce que ça a été élevé par des gens qui n'avaient aucune idée de comment on construit une maison et qui prenaient des modèles sur les maisons européennes ou sur les palais allemands. Et donc, par exemple, on retrouve beaucoup de cheminées dans les maisons de Maracaibo, alors qu'il fait 40 degrés toute l'année, en fait. Tu as des cheminées. Bon, parce que voilà, en Europe, il y a les cheminées, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, tu as ce truc très, très étrange. Maracaibo a été la première ville, imaginez-vous, à avoir une piste pour faire atterrir des Concorde. Maracaibo a été la première ville à avoir le premier escalier mécanique qui fonctionnait. C'est-à-dire, ça vous donne une idée, en fait, ça semble idiot, mais ça vous donne une idée de ce que a représenté Maracaibo à certains moments. Et ma mère a grandi dans ce Maracaibo-là. Et mes grands-parents ont vu naturellement cette transformation. Et là où je trouvais que c'était intéressant, c'était de faire justement le jeu entre ce petit enfant de la rue qui devient cardiologue, cette petite fille de la misère qui devient gynécologue obstétricienne, non, et comment cette ville en même temps, qui passe du petit village à la grande cité, à la grande métropole, à la mégalopole, comment en fait ils se sont transformés en même temps, avec tout l'absurde qu'on imagine. Mais c'est ce genre de choses qui n'arrivent que dans des pays, non ? Et quand on le raconte, ça semble magique. Mais ce n'est pas magique, si bien que la réalité est bien plus surprenante que ce que j'ai écrit dans le livre. Et alors, s'il y a relativement une unité de lieu, en revanche, on a assez peu de repères de dates, de repères temporels. Oui. Voilà. Ce qui est assez, ce qui, au bout d'un moment, devient un peu troublant, parce que moi, je sais que à plusieurs reprises, je me suis dit, mais alors ce personnage-là, maintenant, il a quel âge ? Parce que c'est un des nombreux défauts du livre. Non, j'ai pas dit que c'était un défaut. Mais moi, c'est vraiment un défaut. J'en suis absolument convaincu. Voilà, Ça a été à la fois un choix et à la fois pas un choix. C'est-à-dire qu'au début, il y avait plus de dates parce que je m'étais fait la même réflexion. Il faut donner une sorte de grille temporelle, chronologique, pour ne pas être tout à fait perdu. Mais j'ai constaté que certaines dates ne m'arrangeaient pas à un niveau de la construction narrative, non, de l'architecture narrative. Alors, on pourra aller dans le détail, bien entendu, mais permettez-moi de vous donner un exemple. Non, il est parfois plus facile de passer par l'anecdote que par la théorie, non, par le particulier que par le général. Il y a un moment, ma mère m'a toujours raconté que pour acheter le billet de bus qui allait de Maracaibo à Caracas pour faire ses études, parce que ses parents ne voulaient pas lui payer ce billet de bus parce qu'ils ne voulaient pas la voir partir, elle avait vendu en tombola une petite broche d'un pingouin en or qu'elle avait mis en loterie dans son lycée et qu'il avait été acheté par un petit garçon comme ça, grassouillé. Donc, elle avait appris bien plus tard qu'il avait acheté tous les numéros de la tombola, non, pour pouvoir avoir une connexion avec elle, et qu'il avait invité à déjeuner, et elle lui avait répondu « Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle n'a pas vu grossir. » Bon, ça c'est vrai. Ça c'est l'histoire que j'ai de ma famille. On aime, on n'aime pas, je vous expliquerai avec ma mère. Moi j'entends cette histoire, je me dis « Ah oui, l'histoire du pingouin, etc. » Il se trouve que quand j'avais 14 ans, lors d'un voyage à Maracaibo, le voisin de ma cousine Guari, chez qui je dormais, qui s'appelait Rafito et que je salue du geste parce qu'il est mort, eh bien Rafito m'avait raconté, lors d'une soirée de Rome, l'histoire d'un pingouin qui, le 14 février 1955, était arrivé sur les côtes de Sinamaica, au Venezuela, à Maracaibo, et qu'il y avait vraiment eu un pingouin qui était arrivé là. Et que immédiatement l'Institut des sciences naturelles l'avait pris et l'avait mis dans un zoo pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir le comprendre, et que le pingouin, eh bien, entre deux pierres à l'ombre, n'avait pas bougé pendant 3 mois, si bien que dans le public, dans l'assemblée des gens qui venaient le voir, un enfant
exaspéré de ne pas le voir bouger, avait pris une pierre, lui avait envoyé la pierre, non, il l'avait tapé, lui avait créé une hémorragie interne, et ce pingouin était mort héroïquement en lançant, il semblerait, un dernier regard rouge, et était mort le bec noyé dans une flaque d'eau, ce qui avait permis de dire à quelqu'un avec beaucoup d'ironie et beaucoup de sarcasme qu'il était toutefois étonnant et un peu cynique de la part d'un pingouin qui avait traversé 9000 d'eau salée depuis l'épaule jusqu'à Maracaibo, de mourir noyé dans une flaque d'eau. Cette histoire est vraie. Non seulement elle est vraie, mais il se trouve qu'il y a des photos, il y a des preuves matérielles, et on peut voir, quand on va à Maracaibo, le pingouin empaillé à l'Institut des sciences naturelles. C'est pas exactement un pingouin, c'est un gorfou sauteur, pour ceux qui connaissent la différence. Ça a des petites aigrettes jaunes. Non bueno. L'histoire du pingouin, qui est arrivé à Sinamaica, et l'histoire de la broche de pingouin de ma mère n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Car ma mère, en effet, est née en 49, le pingouin est arrivé en 55, donc ma mère aurait eu 6 ans lorsque le pingouin était arrivé. Et moi, il me fallait un lien entre les deux. Donc j'ai essayé de mentir en faisant venir le pingouin, en gros, 10 ans avant. Et en faisant naître ma mère, 10 ans plus tard. Ma mère était très flattée d'avoir été rajeunie pour la postérité de 10 ans et grandie de 8 cm. Parce qu'elle me l'a demandé. Je lui ai dit, ça me fait plaisir. Et en effet, là où je me suis dit, je ne peux donc pas mettre la date précise de l'arrivée du pingouin parce qu'elle est fausse. Et je ne peux pas non plus mettre la date précise de l'arrivée de ma mère, etc. Donc, si j'enlève ces 2 dates-là, ça bouscule la date ici et la date là. Donc, en fait, ça me vieillit un personnage, ça m'en rajeunit un autre. Et au bout d'un moment, en essayant, mais comme je pouvais, enfin, vous auriez vu, c'était vraiment un plat de spaghettis, quoi. En essayant de comprendre un peu quel fil je devais tirer, je me suis dit, mais là, je vais faire ça plus simplement. On va mettre tout simplement des 2 jours plus tard, virgule, non, 1 an plus tard, non, virgule, quelques mois auparavant, virgule, etc. Et donc, en effet, on gardera une chronologie qui est précise, mais qui, en effet, je ne vais pas dans l'exactitude des faits avec des dates. Il y a une fille, et je finirai là-dessus, pardon, chez Rivage, dans ma maison d'édition, qui s'appelle Clarisse Gourdon, qui est une assistante c'est l'assistante principale d'Émilie Colombani, mon éditrice. Et Clarisse Gourdon a été chargée de la mission épique de faire vraiment la frise, non, avec toutes les dates pour être sûr que les personnages avaient bien des cheveux blancs à ce moment-là, non, que la ride qui commençait à naître sur son front n'arrivait pas quand elle avait 11 ans, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Et elle a commencé à découvrir que les animaux finissaient avec, à la fin du roman, ils avaient 120 ans, tu sais, qu'il fallait les faire mourir avant, enfin, et que ce genre de choses. Et donc on a beaucoup travaillé aussi pour pouvoir rétablir un semblant de vérité chronologique. Et c'est là où on s'est permis alors le luxe d'enlever quelques dates pour laisser un peu de flou, quoi, un peu de nébuleuse. Mais c'est aussi une qualité, je trouve, moi, pour le coup, parce que justement, même si il y a un petit moment où je me suis dit, tiens, mais on est à quel moment ? Et en fait, c'est très bien parce qu'on se laisse porter et ça a aussi une dimension un petit peu plus universelle, je trouve, le fait de ne pas avoir... Et il y a quand même effectivement quelques événements politiques qui permettent d'avoir vaguement une idée de où on se situe dans le temps. C'est tout à fait ça. Et par rapport au bouleversement politique, vous pouvez imaginer que j'aurais pu nommer beaucoup plus de choses, parce que le XXe siècle d'un pays, mais comme que ce soit en France, que ce soit au Venezuela ou en Gambie, c'est toujours un XXe siècle qui est riche, en fait. Il se passe tout le temps des choses. Mais je ne voulais pas non plus tomber sur le Wikipédia, qui est également un classique. Et pendant que j'écrivais le livre, je lisais Les Misérables, figurez-vous, et je me rendais compte comment lui, qui n'avait peut-être pas Wikipédia, eh bien, s'était senti aussi dans l'obligation parfois, non, d'aller vraiment dans le détail, de pouvoir raconter ceci, cela, et de prendre 30 pages pour Waterloo et de prendre 70 pages, en effet, sur les Gavroches, parce qu'il fallait, en effet, et sur les égouts de Paris, non, il y a 30 pages sur les égouts de Paris. Et je dis, mais pourquoi ces tunnels-là, non, narratifs ? C'est aussi parce que, selon lui, le livre était le témoignage, en quelque sorte. C'est-à-dire que s'il ne l'écrit pas, qui va le faire ? Aujourd'hui, si moi je me mets à raconter l'histoire de Marcos Pérez Jiménez, l'histoire de la chute de la dictature, l'histoire du boom pétrolier, l'histoire des insurrections ici et là, du Caracas ou du caudillisme au Venezuela, en fait, il suffit d'un clic
sur ton téléphone pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus précis, avec des vidéos, avec des films, avec plein de documents. Et donc, j'ai senti que c'était peut-être un écueil de la modernité, non, et veiller aussi à dire, écoute, ayons l'humilité de ne pas faire le boulot des autres. Oui, tout à fait. Et oui, c'est ça. Il y a ce côté un peu magique, justement. Donc, ouais, si tu vas trop dans le détail de il y avait tel ministre, non, il y avait tel général, non, et dans le graphique, dans le pourcentage sur le PIB du pays à ce moment-là, peut-être que tu aurais perdu ce côté, comme tu dis, non, un petit peu comme ça, cotonneux. On perd le côté conte, je pense. Le côté conte, voilà, le côté fabuleux, ouais, fabulatrice, enfin. Et alors, au début de l'entretien, vous avez parlé de la notion de destin en disant qu'il s'agissait probablement aussi d'une accumulation de hasard. Alors, je trouve qu'effectivement, les personnages ils paraissent un petit peu guidés par quelque chose d'extérieur, en effet, dans cette notion de fatum et de destin. Mais il y a aussi quelque chose de paradoxal, c'est qu'ils font aussi véritablement des choix qu'ils font eux-mêmes, et c'est ce qui va donner la suite d'événements dans leur vie. Ils font quand même des choix pour trouver une certaine liberté. Oui. Ils ne sont pas guidés que par des hasards, on est d'accord. Vrai. C'est vrai, ils ne sont pas guidés que par des hasards, tu as raison, ils ne sont pas été soumis comme une rose jetée dans un torrent à la vague d'écume, non, et aller de ricochet de pierre en pierre, de roche en roche, en voyant où elle tombe. Et ils ont peut-être une sorte de ligne qui est de la persévérance, qui est de la ténacité, qui est de l'abnégation, qui est cette volonté d'aller vers l'avant, de se grandir soi-même, de s'affranchir également de sa condition, non, de se libérer de sa condition pour aller au-devant. Et en effet, il y a sans doute cette autre part, et ça me plaît beaucoup quand tu dis ça, où on a l'impression de temps en temps qu'une sorte de main invisible, non, les guide, ou quelque chose de supérieur est en train de les guider. Alors, je n'ai pas assez de talent pour écrire un roman catholique, non, qui est déjà, il y en a tant qui le font si bien, mais je pense non seulement, bien sûr, aux grandes patries étranges, ou également au Livre des Nuits de Sylvie Germain, qui ont ça qui me plaît beaucoup, et d'ailleurs dans Les Misérables c'est aussi beaucoup, c'est très hugolien, non, d'avoir quelque chose de religieux, quelque chose de divin, non, Dieu est partout. Ça me plaît cette idée que de temps en temps tu peux sentir que les personnages sont protégés par quelque chose, et que quoi qu'il leur arrive, eh bien ils finiront là où ils doivent finir. Il y a sans doute une des plus vieilles histoires du monde, apocryphe, dont on ignore l'origine, qui est l'histoire du roi et des rosiers. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a ce roi qui a son jardinier qui s'occupe de ses rosiers. Et un jour, le jardinier voit la mort derrière une des roses. Alors il prend peur, non, et va voir le roi et lui dit « Seigneur, je viens de voir la mort derrière une de vos roses. » Et le Seigneur lui dit « Cher ami, suite mon meilleur cheval, et pars, galope, tu arriveras ce soir à Samarcande. Et tu te sauveras. » Tu pars, non, avec le cheval. Et le roi alors descend, va voir les roses, retrouve la mort et lui dit « Mort, pourquoi avez-vous fait peur à mon jardinier ?» Et la mort lui répond « C'est moi qui ai été surprise car je l'attends ce soir à Samarcande. Et j'ai été surprise de le voir ici, en train de s'occuper tranquillement des roses. » Et l'histoire est assez belle, non, parce qu'elle donne cette idée, encore une fois, de la destinée, qui est une vieille idée et qui n'a rien de biblique, dans le sens où ça vient déjà de la Grèce antique, ça vient déjà de la Rome antique, dans tous les récits fondateurs, dans cette idée d'un chemin déjà tracé. Et peut-être que, encore une fois, étant moins un lecteur de récits fondateurs et aimant tant cette littérature un peu antique, et je n'imagine pas un personnage qui ne soit pas éclairé, baigné d'une lumière un peu différente, un peu céleste, et où il essaie de se chercher lui-même, et comme disent les francs-maçons, de s'améliorer lui-même pour améliorer le monde, tu vois. En effet, ça éclaire parfaitement le roman aussi. Oui, c'est ça, oui, absolument. Oui. C'est la franc-maçonnerie. Rien d'autre ne m'est venu. Alors, pour rentrer un peu plus dans des questions d'écriture, il y a quand même une question que je me pose depuis probablement votre premier livre. C'est que vous choisissez quand même comment dire,
des genres narratifs, vous empruntez à l'épopée, aux sagas familiales, aux romans d'aventure, qui sont quand même généralement des romans qui font au moins 500 pages, 600 pages, voilà. Les vôtres, là, celui-ci, il est dans mon souvenir, celui-ci, c'est peut-être le plus long, je pense, que vous avez écrit, c'est ça, il fait quand même moins de 300 pages. Pourquoi ? Oui, je ne sais pas. C'est une belle question. J'aimerais beaucoup vous répondre avec beaucoup de précision. Mais je pense qu'il y a une chose, c'est qu'on finit par écrire les livres qu'on aime lire. Moi, j'aime lire des livres courts. Et j'aime aussi lorsque l'autrice ou l'auteur a travaillé suffisamment pour pouvoir dégraisser son texte, qu'il s'est acharné en fait à transpirer, à suer pour enlever ce qu'il savait qui était du gras et qu'il a décidé de travailler pour l'enlever. Mais c'est la partie embêtante de l'écriture. Lorsque tu as déjà écrit, lorsque tu as déjà fait ton échafaudage narratif, lorsque tu as ta construction romanesque, tu as tes personnages, tu as tes dialogues, tu as tout, et tout à coup, comme dans un morceau de viande, comme ça, vraiment, entre deux beaux morceaux rouges, tu as ce fil blanc, comme ça, comme un filon d'or caché dans une montagne. Va l'enlever, celui-là. Il est compliqué, parce qu'il faut en effet aller batailler avec le couteau et la fourchette. Même spectacle dans l'écriture. Il faut aller batailler pour enlever les gras qui restent. Et quand c'est sur un livre de 500 pages, un manuscrit de 500 pages, tous ces petits gras, en fait, quand on enlève beaucoup, ça finit par donner un bouquin de 300 pages, tu vois. Et moi, en effet, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir dégraisser le texte le plus possible. Si j'avais eu plus de temps, qui est la phrase du philosophe Pascal à la fin d'une lettre à un ami, si j'avais eu plus de temps, ma lettre aurait été plus courte. Elle est belle, non ? Enfin, cette idée c'est le temps aussi qui donne des textes qui sont plus courts, car ils sont plus précis, car ils sont plus détaillés. Et lorsque les disciples de Rodin, dans l'atelier de Rodin, devant le grand bloc de marbre, avec leurs burins et leurs ciseaux à la main, étaient en train de tailler la roche et demandaient à Auguste à quel moment, maître, faut-il s'arrêter, à quel moment on sait qu'on s'arrête. Rodin, on s'arrête quand vous touchez la peau. Vous arrêtez quand vous touchez la peau. À quel moment alors tu t'arrêtes de gratter, de polir ton texte? Tu t'arrêtes en effet lorsque tu touches la peau du personnage. Et alors ça donne quelque chose de lisse en fait dans la lecture, ou du moins c'est ce que j'essaie de faire. J'aspire à ça et je suis juge sévère de mes textes, donc je ne suis pas sûr d'avoir réussi. Mais j'aspire en effet à créer quelque chose de lisse, qui soit suffisamment poli pour que tu ne vois jamais l'écrivain derrière en train de travailler, que tu ne vois pas l'auteur pieds nus sur sa table de travail en train de faire sa tambouille et sa cuisine. Lorsque tu es en train de voir un film et que ça fait 2 heures que tu regardes le film et qu'enfin, sous la pluie, l'homme, la femme, sous le même parapluie, il la regarde et lui dit « Je t'aime ». Et tu dis, oh, enfin, il lui dit, je t'aime après 2 heures, quoi. Enfin, et là, le baiser va venir, quoi. Enfin, et là, tu vois une perche qui débarque. Et tu fais, oh non. La perche, ça veut dire qu'il y a 27 personnes autour, avec des parapluies de lumière, avec des caméras, avec un réalisateur qui est en train de regarder, dit, ah, le je t'aime n'est pas donné avec suffisamment d'intensité, mon ami, il faut refaire, etc. Et tu perds la magie. Pareil pour les livres. Lorsque tu es en train de lire et que tout à coup, tu sens quelque chose qui est peut-être un peu trop long, un dialogue qui s'est trop étendu, ta description qui a été un petit peu trébuchante, un peu boiteuse, un peu sablonneuse, tu te dis, ah, bah le voilà l'écrivain, non ? Voilà sa répétition, voilà sa faiblesse, voilà la fragilité. Dans Qu'est-ce la littérature ? Sartre, à mes yeux, donne la plus belle de toutes les descriptions. Il dit, un texte doit être comme une vitre qui passe devant le soleil. Donc, vous ne voyez que le soleil. Au bout d'un moment, vous ne voyez plus la vitre. Mais si l'écrivain, à un moment, se trompe, n'a pas assez travaillé, alors c'est comme s'il y avait une éraflure sur la vitre, une salissure. Et non seulement tu la vois, mais tu te souviens que depuis tout à l'heure, il y a une vitre qui est en train de passer. Et tu la vois en entier, dans tout son reflet. Il arrive un peu la même chose, à mes yeux, dans les livres. Ça demande beaucoup de travail pour pouvoir en effet enlever jusqu'à arriver au mot près.
Je ne sais pas, encore une fois, si je suis parvenu. Là, je te parle des autres, naturellement pas de moi. Et quand je relis mon livre, je me rends compte comment je pourrais encore enlever des choses, comment je pourrais encore les préciser. Ou pire encore, comment j'aurais pu encore mieux travailler une phrase, parfois en l'allongeant davantage, mais non pas pour lui donner du gras, mais pour donner une information que je n'aurais plus eu besoin de dire dans d'autres lignes, et que j'aurais pu la caler entre 2 virgules. Et ça, si tu arrives à faire ça, cette économie, tout en ayant un style un peu baroque, alors qu'il y a là quelque chose une sorte de contre-mouvement, tu vois, Oui. une sorte de truc un peu oxymorique, un peu paradoxal, non où il y a une boursouflure qui se fait, mais en restant bridé par une camisole de force. Un cheval furieux, en fait, tu vois, qui avance, mais tiré par des rênes d'acier. Non, tu vois le truc oui. Parce que c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve que justement, dans ce que vous dites là, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'en lisant le roman, on se dit pas il y a une économie de mots. Enfin, je veux dire, voilà, c'est touffu. Il y a des descriptions, il y a des, enfin voilà, oui. Voilà, ce sont pas des, c'est ça. On n'est pas dans du sujet-verbe complément à l'os, on va dire. Non, oui, voilà, c'est ça. C'est pas une écriture qui est duracienne, non, tu vois. Enfin, pas du tout. Et en effet, dans ce truc, et tout en restant dans quelque chose d'assez économe. Et je ne sais pas, vraiment, je m'interroge comme toi, c'est-à-dire que ça se trouve, demain, je n'écrirai plus de cette façon, mais j'observe comment c'est quelque chose qui me plaît, en fait, comme exercice. Flaubert, il semblerait, était pour écrire Bouvard et Pécuchet, aurait lu 1700 livres. Parce qu'il lui fallait cette histoire des 2 greffiers qui vont de domaine en domaine, de discipline en discipline, et donc par page, il fallait des champs lexicaux, il fallait des références, il fallait un vocabulaire, il fallait des petits détails, des références, des codes qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils ne connaissent pas le monde de l'ébénisterie, et aussi le monde de la médecine, et aussi le monde de la botanique, et aussi le monde de la ruche, et de ceci. Donc au bout d'un moment, il a décidé de lire ces 1700 livres, en tirant des champs lexicaux à chaque fois, pour pouvoir les mettre dans un roman qui fait, lui aussi, autour de 350 pages. Et c'est la raison pour laquelle on avait dit de lui, M. Flaubert abat une forêt pour construire une boîte d'allumettes. C'est superbe comme formule, non ? Il abat une forêt pour construire une boîte d'allumettes. Eh bien, je pense que pour arriver à une économie du texte, tu es obligé de passer par abattre une forêt, en fait, par un truc qui est large. Oui. Si tu décides de prendre le chemin le plus court, par paresse, par fainéantise, en te disant non, à quoi bon passer par là, non, enfin autant passer de l'autre côté, comme disent les Danois. Moi, je suis marié à une Danoise et il y a une expression danoise, je vous la dirai pas en danois, qui dit il y a des gens qui aiment sauter la barrière, mais par la palette la plus courte. Non, vous voyez l'image de la palette de la barrière en fait la plus courte. Eh bien, si tu essaies de passer par là, tu ne réussis pas ton coup. Tu as besoin de passer par le géant pour avoir le petit. Non, la salamandre doit passer par le feu pour être salamandre. Non, mais c'est génial parce que vous parlez à peu près. Je trouve qu'on retrouve des points communs avec votre écriture où on peut s'arrêter sur certaines phrases qui se suffisent à elles-mêmes aussi. Oui, voilà. Oui, merci beaucoup. Ouais. Et il y a un truc qui me fascine quand même justement dans cette histoire de temps de la narration et d'économie, c'est comment est-ce qu'on donne de l'épaisseur à un personnage qui n'apparaît que sur 2 pages. Alors, eh bien, c'est une bonne question. Je n'ai pas du tout la réponse. Encore une fois, on est en train de parler ensemble, on réfléchit tous ensemble, quoi. Enfin, on réfléchit ensemble et je suis avec vous en train de penser à voix haute. Mais comment on donne une épaisseur à un personnage, juste comme tu dis, en 2 lignes, un personnage qui n'apparaît que très rapidement, que furtivement. Eh bien, je me demande, et encore une fois, ce n'est pas du tout moi qui l'ai ni inventé ni rien, parce que je n'ai rien inventé, je ne fais que suivre en fait des préceptes, des dogmes en fait des anciens, puisque comme tout le monde, je suis né lecteur, et je mourrai lecteur, et entre les deux, t'écris en fait quelques bouquins, mais tu préfères toujours les livres des autres. Il me semble que c'est François Truffaut qui, à la fin de sa vie, disait j'ai fait 27 films, des bons, des mauvais, et je les donnerai tous pour avoir signé les enfants du paradis. Les enfants du paradis, de Marcel Carné.
Eh bien, en effet, je pense qu'à la fin de ma vie, je pourrais dire, j'ai écrit 27 livres, non, disons, et c'était des bons, des mauvais, et je les donnerai tous pour avoir signé un colosse. C'est mon ami là-bas qui on rigole. Enfin, pour vous dire que Roland Barthes parle de l'effet de réel dans Madame Bovary de Flaubert. Et ensuite, il en fait toute une théorie sur son effet de réel. C'est quoi l'effet de réel? C'est ce je ne sais quoi dans une phrase, entre deux virgules, un incipit, une interstice, un coup de pinceau qui n'a aucune valeur réelle dans le texte, qui n'a aucune nécessité, mais qui pourtant donne tout le prétexte à la scène, qui donne toute sa force, qui donne toute sa puissance. Et il donne l'exemple dans Madame Bovary, de la chambre de Madame Bovary, où il fait la description des motifs sur le tapis, où il fait la description des murs, où il parle en effet de la lumière qui est là, il parle du piano, et à un moment il dit, vers la fin, le piano, et sur le piano, virgule, quelques partitions en désordre. Et ce quelques partitions en désordre que relève Roland, l'effet de réel, dit là, tout est là, en fait. Toute la chambre est là, toute la nature psychologique de Madame Bovary est là, tout y est dans sa douceur amère et dans son amertume douce, c'est-à-dire des partitions qui sont comme ça, posées en désordre sur un piano. Et là, alors, tu vois la scène. Tu vois son relief, quoi. Tu vois son épaisseur, tu vois la profondeur de la salle, tu vois tout. Et tu l'imagines, elle, quelques heures auparavant, ayant un peu comme ça posé pêle-mêle sur le piano, les partitions posées comme ça avant d'aller faire autre chose. Et tu te dis, le mouvement est là, dans cette virgule. Eh bien, je me demande si cet effet de réel est quelque chose que moi je sais que j'utilise beaucoup. Ce minuscule petit détail dans un personnage qui lui donne toute sa métonymie, en fait, comme diraient tu vois, dans les études littéraires. C'est l'idée de la métonymie. Non ? Comment tu parles du bateau ? Par sa voile. Comment tu parles du chevalier ? Par son épée. Comment tu parles de la libraire ? Par ses lunettes roses. Tu vois, très, très belles, comme ça, en cercle. Eh bien, juste ce minuscule petit détail te donne « Ah oui, ça y est, je vois très bien. » Le libraire, lunettes roses, en cercle et tout, je vois tout à fait, en fait, tu vois. Et là, tu n'as plus besoin de donner les autres descriptions. Non, c'est ce coup de pinceau, quoi, en fait. Et c'est ce que Barthes appelle l'effet de réel, que je trouve très beau, d'ailleurs, comme système. C'était quand même une bonne réponse pour quelqu'un qui n'en avait pas au début de la question. Mais... c'est parce qu'on est ensemble. Enfin, tu vois, sinon, moi, je me tais comme tout le monde. Hein, genre, j'ai deux dernières petites questions avant de passer la parole dans le public. À la fin du roman, donc le personnage de Cristobal, qui semble être un petit peu en tout cas une sorte d'alter ego, quelqu'un lui, donc Cristobal, il va au Venezuela pour, dans l'optique de séjourner dans cette fameuse maison et d'écrire des romans. Et en fait, il pense que toute son inspiration va venir en restant dans cette maison. Et un jour, je ne sais plus lequel des personnages. Non, moi non plus. Okay. Il faudrait. Oui, je crois que c'est la voisine. La voisine lui dit mais il faut que tu sors de cette maison et va parler aux gens qui n'écrivent pas. Oui. C'est sa maman. Bon, c'est sa maman, c'est sa mère. Oui. C'est pas... Est-ce que c'est un conseil qu'on vous a donné? Est-ce que c'est un conseil que vous avez vous-même suivi? Oui, alors c'est un conseil que j'ai suivi, mais bon, mon cas n'a rien d'extraordinaire. Là, vraiment, je pense que tous les écrivains au monde te diront exactement la même chose. C'est fini, cette époque de l'écrivain enfermé dans sa tour d'ivoire, rat de bibliothèque, qui ne sort pas de chez lui. Ce côté Tolstoï, tu sais, dans sa grande masure, voilà, entouré de ces grands lopins de terre, et qui n'atteste que lui-même, qui ne se lit que lui-même, enfin, non, et qui finit par faire une œuvre majestueuse, tu vois, mais parce que c'est le géant qui construit le royaume dans sa montagne. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel écrivain s'assoit à la table de ceux qui ne sont pas des écrivains. Il suffit d'aller dans n'importe quel salon littéraire ou n'importe quel festival littéraire il y a toujours un écrivain qui te dit non, mon ami, qu'est-ce qu'on va s'asseoir avec ces ambassadeurs? Allons dans le PMU du coin, allons voir
Tu vois, le peuple de Besançon, tu vois, qu'est-ce qui se dit, non, ici? Et ça, je trouve ça hyper beau. Donc, moi, j'ai suivi exactement le même conseil. Et puis l'immense majorité des écrivains sont des grands voyageurs aussi. Donc, ce sont des gens qui sont sans cesse en train de se nourrir de la matière du monde, qui sont beaucoup à l'écoute du monde. Habituellement, ce sont des gens très curieux, qui posent des questions et qui sont sans cesse en train de saisir quelque chose. Mais ce qui à mes yeux est encore plus intéressant au niveau du travail littéraire, et encore une fois, pas seulement pour moi, mais pour n'importe quel écrivain, c'est que lorsque tu es en train d'écrire un livre, et moi j'ai des écrivains amis qui sont dans la salle, je sais qu'ils sont en pleine écriture d'un livre, tu es à ce moment-là obsédé par une idée ou par un personnage, ou tu es en train de chercher, tu es en quête d'une image. Tu es comme un chien truffier au milieu d'une forêt en train de voir non, qu'est-ce que tu peux apporter au livre. Et donc, il y a une avidité, une gourmandise d'être en train de lire, regarder des films, parler aux gens, saisir le monde, ne pas se laisser pénétrer comme ça par la solitude, mais au contraire, aller vers les autres. Et là, alors, peuvent apparaître des surprises que tu n'avais pas imaginées dans ton plan détaillé du livre et qui finalement donnent parfois les plus belles idées. Et tu ne soupçonnes pas la quantité. Je pense que si on ouvrait ce livre à n'importe quelle page, dans une dégustation à l'aveugle, je pourrais te dire d'où vient telle phrase, non? Ou d'où vient telle idée, ou de quel feu étrange m'est venue cette brûlure. Et ça permet de te rendre compte comment un livre ne naît pas seulement d'une idée personnelle, mais naît aussi du timing de l'auteur pendant l'écriture du livre, à où il était, qu'est-ce qu'il était en train de faire, avec qui il parlait, quelles étaient les choses qui lui arrivaient. Permets-moi de te donner un exemple. Dans Héritage, qui est ce livre que j'ai écrit sur la famille des Bonnefoy, j'avais donc 4 générations à écrire. Je savais que j'avais mon plan détaillé. J'avais la première génération qui est le premier migrant qui part de la France au Chili. Le deuxième qui est donc né au Chili et qui participe à la Première Guerre mondiale. Le dernier qui devait être mon père, qui lui alors, né dans les années 50, était celui qui allait avoir sa carte des mouvements d'extrême gauche révolutionnaire, et ensuite d'être torturé et de revenir en France un siècle après la première migration. Donc France-Chili, 3 générations, et puis la 4e génération, Chili-France. Mais il me manquait la 3e génération, celle du milieu, celle de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait quelqu'un qui ait participé à la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il était chilien et tout ça. Et j'étais en train de m'interroger, j'étais en train de chercher comment je pouvais faire. À ce moment-là, j'habitais à Rome. Ma sœur a eu un problème, il a fallu que je vienne à Paris. En arrivant à Paris, j'ai pris un métro, la ligne 1, pour aller depuis Châtelet jusqu'au Sablon. Sur la ligne 1, je m'assois. Figure-toi, tu ne me croiras pas naturellement, je n'ai pas de preuves matérielles, mais ceci est vrai. Je m'assois et dans le siège à côté, quelqu'un avait laissé un journal ouvert. Je prends le journal et je commence à le feuilleter comme tout le monde. Un 20 minutes, vous savez, des journaux gratuits qu'on te donne à la bouche des métros. Je commence à le feuilleter comme ça, oisif, en attendant mes différentes stations. Et dans toutes ces pages, je tombe sur une colonne où il y a écrit « Mort de Margot Duhalde, aviatrice franco-chilienne, femme née au Chili, dans les dates exactement dont j'avais besoin pour ma 3e génération, qui a été aviatrice, qui s'est battue dans la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite est revenue à Santiago, qui a fondé une école d'aviation. Aujourd'hui, elle meurt à 93 ans, entourée de sa famille, riche et célèbre. La France lui rend hommage, etc. Elle avait eu la Légion d'honneur de la part de Chirac, quelque chose comme ça. Et je lis ça et je me dis « Ah, c'est incroyable !» C'est exactement ce qu'il me faut. Un personnage dont exactement les dates de naissance et de mort coïncident avec le personnage que je cherche. C'est une aviatrice. Je n'avais même pas pensé à faire un aviateur. Je n'avais même pas pensé à que ce soit une femme non plus. Franco-chilienne, une vie passionnante. Je commence à regarder sur Internet, fascinante. Je me dis, ah, mais mon ami. J'ai décidé en effet de rentrer à Rome. Et à Rome, j'ai écrit ce personnage. Et que j'ai appelé Margot comme Margot Duhalde, et qui devient en effet la 3e génération. Et c'est là où tu te rends compte que si
si j'avais pris le métro, après ça c'est les choses du hasard, non, si tu n'avais pas pris le métro ou un autre wagon, blablabla, non, le fameux hasard dont on parle, mais non seulement ça, mais surtout si j'avais par exemple décidé d'écrire le livre 3-4 ans plus tard, par exemple, de commencer par Le Rêve du Jaguar et écrire Héritage ensuite, il serait encore différent, tu vois. Et c'est ça qui est assez beau, c'est qu'on oublie trop souvent que les livres naissent aussi des contingences de l'instant dans lequel l'écrivain est en train de l'écrire et des gens qu'il rencontre, qu'ils soient écrivains ou pas, des blagues qu'on t'a racontées, d'une histoire qu'on a... Les histoires d'amour sont pareilles. Les histoires d'amour ont beaucoup plus à voir avec un bon timing qu'avec des atomes crochus. Et il y a des sublimes histoires d'amour que, hélas, tu ne peux pas vivre parce que juste, ça ne s'est pas aligné, tout simplement. Mais pour des raisons géographiques ou parce que ce n'était pas le bon temps. Combien de femmes je n'ai pas rencontrées qui m'ont dit « Mon cher ami, si j'avais 40 ans de moins... » Mais moi, je lui dis, mais madame, si j'avais 40 ans de plus, enfin, c'est une erreur de l'histoire, tout ça. Quel gâchis. Donc c'est pareil pour les livres. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient poser des questions? Alors, je suis désolée, je suis obligée de vous faire passer le micro parce que c'est enregistré dans le micro. J'espère que je vais réussir à me souvenir de ma question parce que j'y ai pensé sur le chemin en venant et... Oh, pardon. Oui, déjà, je trouve que vous avez une écriture qui m'évoque, moi, un peu Steinbeck ou Faulkner. D'ailleurs, dès que je suis rentré, vous l'avez évoqué, Faulkner. C'est parce que vous avez lu Oui, alors j'ai lu Faulkner, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que Faulkner... Garcia Marquez, qui m'a beaucoup inspiré, a beaucoup lu Faulkner, et Garcia Marquez lui rend hommage lors du prix Nobel de littérature en disant « Je suis assis à la même table que Faulkner ». Donc je pense qu'il y a une filiation. D'accord. Et sinon, ma question, c'était que je trouvais que vous aviez quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes un vieux monsieur, et parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans beaucoup de vos personnages, et d'acceptation aussi. Une acceptation que moi j'ai eue très tard, pas après 40 ans, quoi. Et donc ça, vous pensez que ça vous vient d'où, ça? Par la culture, la lecture, Par exemple, dans Héritage, il y a le Lansonnier qui est content, qui revendique le fait d'être descendu à Valparaiso, je crois, oui, alors qu'il devait aller à San Francisco. Et oui, absolument. Au lieu de se dire il faut que j'y aille, pourquoi je suis ici, il accepte, il est content d'être là. Et ça, c'est des gens sages qui pensent comme ça normalement. Merci beaucoup. Ouais, c'est une très belle question. Je le prends comme un compliment. Et cette sagesse dont vous parlez est quelque chose que je pense que je n'ai pas d'une façon naturelle. Et je pense que je suis quelqu'un qui est égaré et perdu en lui-même, et j'essaye beaucoup de trouver des réponses dans les livres, et l'écriture me permet également d'être comme une boussole alors que je suis un navire perdu dans une tempête. Mais il se trouve que je suis accompagné de gens merveilleux. J'ai une femme merveilleuse, une femme qui est très sage pour le coup, qui est plus âgée que moi, donc ça aide, vous me direz, parce que non, la sagesse vient avec le temps. Et en effet, aussi par on en parlait tout à l'heure, les amis invisibles des lectures. C'est-à-dire que c'est vrai que plus tu lis, et si tu as l'humilité et la modestie de comprendre que la vérité est dans les livres, non, et pas dans la certitude que toi tu transplantes dans le livre, que plus tu lis, plus tu te rends compte que finalement beaucoup d'écrivains ont dit les mêmes choses, non, et on dit les mêmes choses d'une façon différente à chaque fois, et c'est leur grandeur. Et que c'est un même diamant qui brille de différentes facettes, mais que tout le monde a parlé un peu de la même chose dans le passage du temps, dans la condition humaine, dans la quête du bonheur, dans l'importance de la famille, dans l'émancipation personnelle, dans les tempêtes intérieures, enfin, et que finalement tous parlent de la même chose, et en tirant quelques fils, tu y trouves des colonnes, et je n'ai fait en fait que m'accouder à ces colonnes. Tu vois, je n'ai fait que m'épauler en fait sur ces colonnes, et si elles transparaissent dans mes livres, tant mieux. Mais tu sais, ce ne sont pas des livres de plus ce que j'écris, c'est toujours des livres de moins dans le grand chemin, jusqu'à un jour arriver à un livre ultime qui sera parfaitement abouti à mes yeux, mais que peut-être je n'écrirai jamais, car j'aurai l'élégance de mourir avant. Mais c'est la carotte, non, pour aller vers ce livre. Un livre de moins à chaque fois. Je vais par élimination, en quelque sorte, tu vois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Alors, pardon, je vous passe le micro après. Bonsoir, je n'ai pas lu votre livre, mais j'écoute en fait les commentaires, ce que vous dites,
les questions et je me demande ce que le livre vous a apporté à vous. C'est une belle question. Le livre, mon livre ou le livre? Non, le livre que vous venez... que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Oui. Ah oui, bah c'est une belle question. Et en effet, je pense que je suis encore beaucoup. Enfin, il est sorti il y a que quelques mois, donc je suis encore très près de ce bûcher, non? Mais voici ce tas de cendres, non? Pour que tu vois à quelle distance du bûcher je me suis brûlé. La phrase n'est pas de moi. C'est André Breton qui écrit ça dans une dédicace. Il me semble que c'est à Grac. Il lui écrit ça. Voici ce tas de pour mon ami Julien. Non, voici ce tas de cendres pour que tu vois à quelle distance du bûcher je me suis brûlé. C'est quand même sublime, non? Et en effet, qu'est-ce que le livre m'a apporté? Je pense que j'en aurai une vision plus claire dans quelques années, non? Parce qu'on arrive à voir les choses d'une façon plus précise. Mais aujourd'hui, à chaud, je dirais la chose suivante. L'histoire du livre est bien sûr sur Antonio et Anna Maria, qui sont les deux personnages principaux, qui finissent leur vie ensemble. Il n'y a que la mort qui peut séparer leur histoire d'amour. Et ils meurent, en effet, encore ensemble. Dans la réalité, puisque c'est l'histoire de ma famille, dans la réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans la réalité, mon grand-père et ma grand-mère sont séparés quand ils avaient 50 ans. Antonio a eu d'autres femmes et a eu d'autres enfants. Et Anna Maria s'est enfermée dans une chambre comme ça, tu vois, comme si elle était veuve. Non? Et elle a décidé de mourir comme ça. Quand moi j'ai fini d'écrire le livre, donc en mentant sur mon histoire familiale, non, et en racontant au contraire une histoire d'amour qui ne finit que dans la mort, ma mère a fini le livre émue aux larmes, car elle m'a dit « Tu as dit que moi j'aurais voulu vivre, petite fille ». Et je me suis dit que dans les héritages familiaux, c'est peut-être ça aussi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à une fable familiale, à un mythe familial, à une histoire familiale qui nous conditionne, qui nous façonne et qui fait aussi qu'on fait certains choix. Souvent on dit que le suicide, par exemple, dans les familles est atavique, non? Et que tu as des lignées de suicidés parce que tu as une sorte de fable familiale sur le suicide, quoi. Enfin, alors on se permet, on ose de dire c'est donc possible. Dans ma famille, il n'y a pas de suicidé, par exemple, ni d'un côté ni de l'autre, si bien que ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Mais tu as aussi des belles choses, des histoires de courage dans les familles, qui sont souvent aussi une sorte de marque, non? Une identité familiale. On dit nous sommes des familles de courage. Autrefois, toutes les seigneuries et tous les domaines avaient des écus avec des armes et avec des locutions latines qui donnaient un peu le chemin à suivre de la famille, non? Quel est son mot d'ordre, en quelque sorte. Eh bien, je me suis dit que si j'écrivais ce livre et que je racontais l'histoire d'amour jusqu'à la fin, eh bien, peut-être que moi j'ai des filles qui auront peut-être des enfants à leur tour, et dans 3-4 générations, lorsque plus personne ne se souviendra de quelle est l'histoire réelle de Antonio et Anna Maria, qui sont ses arrière-grands-parents du fin fond du Venezuela au XXe siècle, il ne restera en fait comme témoignage d'héritage familial que ce livre qui raconte que dans notre famille, les histoires d'amour ne finissent que dans la mort. Et lorsque mon arrière-petite-fille, qui se fera séduire à ce moment-là, à 20 ans, par un garçon en 2139, qui s'appellera Jean-Kévin Eudes, tu sais, elle lui dira « Mais mon cher ami, moi dans ma famille, en fait, l'histoire d'amour dure 100 ans, donc décide-toi, mais décide-toi bien, quoi. Enfin, parce que chez moi, tu sais, c'est éternel. » Tu vois. Et en quelque sorte, il y a ça aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que m'a apporté le livre? Eh bien, peut-être que qu'est-ce qu'apportera le livre à ces 2-3 générations suivantes, qui aussi gardaient une marque familiale, et que le passage des générations ne soit pas seulement comme une trace dans le sable. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes foisonnant. C'est un réel plaisir de voir cet enthousiasme, cette foison. Malgré tout, une écriture resserrée avec des personnages foisonnants. Une fois que les petits grains de sable ont navigué, etc., et qu'a rejailli la perle, quand vous allez vous mettre à votre bureau ou dans un café, enfin, etc., j'aime assez qu'un écrivain me raconte cette phase où il va se mettre à
moi je veux pas dire travail, parce que pour moi c'est pas ça, mais va écrire. Et cette magie du passage à l'acte, en fait. Alors comment d'autres écrivains ici l'ont très bien décrit, Jean-Paul Dubois, etc. Mais Jeanne Benhammer, il n'y a pas de si longtemps, elle-même l'a bien décrit, et ça m'intéresserait de savoir comment... Alors j'ai compris que vous étiez pieds nus, mais au-delà de ça... Absolument. Non, par rapport aux pieds nus, c'est parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une photo d'Aimé Césaire, je crois, à sa table de travail pieds nus. Et donc je m'étais dit, bah oui, on ne peut écrire bien que pieds nus, surtout si on écrit sur la plage. Et c'était Jeanne, incroyable, Jeanne Benhammer, immense écrivaine et grande intellectuelle, grande femme, très grande femme, très sensible, ouais, d'une grande sensibilité humaine, une femme incroyable. Eh bien, quels sont les rituels d'écrivains, non? Ou comment... Moi, je sais que malheureusement, je n'ai pas encore ma chambre à moi, comme dirait Virginia Woolf. Non, j'ai pas encore ma chambre à soi, car eh bien, je vis dans un appartement avec ma femme, avec mes filles qui ont 4 et 3 ans, et donc c'est Bagdad dans mon salon tous les jours, quoi. Enfin, juste tous les jours. Quoi qu'on fasse, en fait. On revient à l'idée du châtiment des enfers, de Sisyphe. C'est sisyphéen, en fait, avoir des enfants. C'est-à-dire, plus tu ranges, plus ce sera désordonné. Puis tu ranges, c'est désordre. Enfin, c'est parce que tu as rangé que ça va se désordonner. Non, enfin, tu vois, c'est vraiment, tu pousses ta pierre. C'est extraordinaire, fascinant. Et en effet, donc bon, au bout d'un moment, je ne range plus. Et je me retrouve donc dans cette espèce d'immense espace plein de Lego et de jeux. Et c'est là où j'écris, parce que je n'ai pas encore de chambre à moi. J'espère vraiment un jour pouvoir l'avoir, avoir mon bureau. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur la table à manger. Donc je dépose les filles à l'école et je me mets aussitôt à travailler sur la table à manger. Mais habituellement, j'ai préparé mon travail. C'est-à-dire que si tu me donnes maintenant un stylo, si tu me donnes une plume d'oie et un encrier en ivoire et un buvard, et tu me dis écris comme ça, non ? Je serais incapable d'écrire un mot. Pourquoi ? Parce qu'il me faut, peut-être un peu comme le moulin qui a besoin, ne serait-ce que d'un petit souffle pour pouvoir bouger ses aubes. Et après, le mouvement de l'aube elle-même, non, peut créer un mouvement perpétuel comme ça. Mais il me faut un souffle. Il me faut une brise. Donc, il me faut en général un mot ou une structure de phrase ou un squelette de phrase. Il y a pas longtemps, enfin il y a quelques jours, depuis quelques jours, je lis une biographie de Alexander von Humboldt. Et dans cette biographie, il y a un chapitre qu'il a ouvert, que j'ai lu il y a 3 jours, qui dit quelque chose du genre « Virgile disait que les pierres parlent la langue des cycles. » C'est quand même magnifique comme début de chapitre. Virgile disait que les pierres parlent la langue des cyclopes. Et le mot cyclope me tourne en tête depuis quelques jours. Et je sais que si demain je vais me mettre à écrire, eh bien je vais vouloir en effet utiliser ce mot ou utiliser cette phrase comme premier mouvement en faisant une description où je peux mettre le mot cyclope quelque part. Et je sais que ce mot cyclope va être comme le début. Tu vois, la goutte d'huile dans le verre d'eau, hein, qui va prendre tout le verre d'eau. Et là, alors, je vais commencer ma page, puis tout à coup, tu te chauffes, etc. Et donc, tu continues à l'écrire. Et au bout d'un moment, quand tu te mets à retravailler ta phrase, ta page, et tu te rends compte que le mot cyclope n'entre plus, parce que tu as essayé de le mettre de différentes manières, avec un pied de biche, mais il ressort à chaque fois, eh bien, peut-être que tu l'enlèves. Et là est restée la page, non ? Mais tu as eu besoin de ce petit début. J'ai toujours besoin d'être entouré de livres pour pouvoir écrire. Besoin d'une première phrase, d'un premier mot, d'un quelque chose. Et après, moi, je me lance. Sans ça, je n'y parviens pas. Et ça m'était arrivé lors d'une sorte de concours, pas de concours, c'était une sorte de soirée littéraire étrange qu'ils avaient donnée à d'Enfer Rochereau, à Paris, là où il y a l'Observatoire. Et donc, il y a l'hôtel Massa et il y a l'observatoire à côté. Et tout en haut, il y a le télescope. Vous voyez le télescope de l'observatoire, enfin. Et donc, c'est une pièce qui est toute vide, avec le grand télescope comme ça, non, que tu peux vite fait visiter. Et ils nous avaient mis on était 2 écrivains, ils nous avaient mis 2 tables, une soirée littéraire.
Et il nous avait laissé là 1 heure, avec des couvertures, avec juste sans téléphone, un stylo, des feuilles, en disant « Écrivez sous les étoiles », à côté du télescope, comme ça. Là où autrefois Arago avait parlé des constellations, voilà, exactement. Comme une nuit dans le Louvre, voilà, exactement. Comme une nuit dans le Louvre, la nuit au musée, etc. Non, juste écrivez. Et ensuite, mais le truc, c'est que la nuit dans le Louvre, en fait, la nuit au musée, on te donne ça, mais on te laisse 1 an ou 2 ans pour écrire ensuite. Enfin, donc en général, cette nuit-là, t'écris pas. En fait, t'envoies des photos et tu fais ton Insta. Alors que ici, l'idée, c'était que tu devais écrire 1 heure, et après, tu devais descendre, et il y avait un parterre de 80 personnes, et il fallait lire ce que tu avais écrit, non ? Donc, ils voulaient voir un peu ce que c'était comme la machine, le mécanisme, non, des écrivains. C'est cool. Je suis arrivé avec un texte que j'avais l'impression que c'était ma fille de 6 ans qui l'avait écrit, quoi, en disant que les étoiles étaient belles comme des soleils, quoi. Enfin, parce qu'il me manquait peut-être à côté l'inspiration des livres, le souffle des livres, quoi, la psyché du livre. Merci. Voilà. Alors, est-ce que tu as une idée d'un nouveau livre ? Est-ce que tu pourras nous en parler ? Et avant, je voulais te demander, est-ce que ce livre constitue pour toi... Enfin, moi, je l'ai senti. C'est que j'avais lu 2 autres romans avant. J'ai senti que tu avais mis beaucoup de cœur. Que les autres aussi étaient magnifiques. J'adore ton style. C'est vraiment... Il y a un style comme ça, magique, qui porte. Et puis, il n'y a pas une phrase qu'on voudrait enlever. Comme tu as dit, tu fais bien de... J'élague, tu sais, voilà, c'est émondé, quoi. C'est foisonnant, c'est beau, mais il n'y a pas une phrase qu'on voudrait enlever. Et voilà, donc... si tu voulais répondre. Je trouve ça très beau. Tu n'es pas la première personne qui me dit en effet que ce livre semble un peu différent des autres, où j'ai l'impression qu'on a l'impression que j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai mis du zèle, de l'attention et du travail, mais également un je ne sais quoi, non, de plus, comme disait Yankelevitz. Et je trouve ça très beau, mais en effet, je n'ai pas l'impression, lors de son écriture, d'avoir changé quelque chose. Et c'est là, encore une fois, où je trouve toujours sublime, et on en parlait tout à l'heure sur la multiplicité des lectures, de voir comment le lecteur, la lectrice, finissent par sentir des choses que parfois toi-même, tu ne t'en es pas rendu compte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez d'autres personnes. Donc, lorsque 3-4 personnes qui ne se connaissent pas arrivent à la même conclusion, c'est que souvent il y a une part de vérité, tu vois. C'est-à-dire que tu peux continuer à t'acharner en disant non, tout le monde a tort, mais habituellement, c'est aller savoir, parce que c'est peut-être la mère, enfin, non, c'est la madre, enfin, c'est le côté mère, quoi. Et puis il y a rien à faire, hein. La mère, c'est la mère, hein. Enfin, on pourra tout dire, quoi, mais la madre est la madre. Donc en effet, à ce compte, peut-être que c'est la mère aussi, et aussi peut-être, je veux croire, ou du moins c'est son l'explication qu'elle donne. C'est que lorsque j'avais écrit le livre sur mon père, donc ils sont séparés, ils sont plus ensemble, et lorsque j'avais écrit sur mon père, alors ma mère elle fronçait les sourcils, tu mets ta plume au service de ton père. Et quand le livre avait eu un peu de succès, il avait eu le prix des libraires, elle avait reçu le prix, oui, bravo à lui, bravo, mais elle disait quand est-ce que tu écris un livre sur moi, tu vois, parce que ton père, tu vois, bon. Et en effet, quelques années plus tard, j'avais écrit le livre sur elle, et là, je sais qu'elle était allée dans toutes les églises du monde pour aller allumer tous les cierges possibles, avait mis tous les anges en branle, tu sais, pour travailler dans une entreprise là-dessus, quoi. Et tous les morts, quoi. Enfin, tous les morts de la famille, elle les avait rassemblés, non, autour d'une sorte de grande apothéose, tu vois, en disant bon, bah maintenant il faut œuvrer, non, pour que ce livre dépasse ce héritage, non, enfin, il faut qu'il soit au-dessus, non, si l'un a eu 14 ventes, il faut que celui-là en ait 15 au moins, tu vois, enfin. Et puis elle a réussi son coup, quoi. Donc tu vois, c'est moi, je pense qu'elle est beaucoup plus responsable du succès du livre que moi, si tu veux mon avis, c'est beaucoup plus responsable. Voilà, merci beaucoup pour votre cœur. Je sais que j'ai pas répondu à répondre, on n'a pas de... Merci beaucoup. Le roman de Miguel Bonnefoy, Le rêve du jaguar, est publié aux éditions Rivage. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 26 février 2025, et réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
Virginie.